Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On vit tous aujourd'hui une vie très active avec, des soucis de santé qui sont liés au stress, au surmenage et peut-être aussi, des bobos qui remontent dans l'enfance et dans notre histoire. Nous avons justement aujourd'hui l'invité qui va répondre à toutes ces questions et qui nous propose une véritable libération. Elle s'appelle Suzanne Berson. Suzanne Berson, bonjour. On Bonjour est très Christophe. heureux aujourd'hui de vous avoir sur le plateau. Un magnifique décor pour nous accueillir En ici. plus, oui. C'est chaleureux. C'est une bonne manière aujourd'hui de pouvoir nous recueillir avec vous et de découvrir un peu votre expérience qui peut se chiffrer à plus de 18 ans d'expérience. Comment vous avez démarré votre carrière? Alors ma carrière, je l'ai démarrée toute petite en fait parce que je ressentais déjà les personnes quand j'étais petite fille. Mais à cette époque-là, on n'en parlait pas vraiment encore dans le monde et dans les familles. Et ce n'est vraiment qu'à l'adolescence, à 17 ans, j'ai eu la chance de rencontrer celle que j'appelle ma mère spirituelle qui nous a quittés, qui est dans un autre monde aujourd'hui, et qui m'a confortée dans ce que je ressentais. Elle m'a dit, tu n'es pas folle par rapport au ressenti que je pouvais avoir. Et elle m'a ouvert à des lectures sur autre chose, parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas faire partie vraiment de ce monde. Et elle m'a ouvert vraiment à une première approche spirituelle des choses, oui. Est-ce qu'on peut parler d'un don naturel que tu as et peut-être des formations qui t'ont accompagné pour développer cette activité? Alors un don, en toute humilité, oui, je pense que j'ai quelque chose puisque dès mon enfance, je ressentais les personnes. Donc ça, je pense que il y a un côté empathie, mais il y a aussi un côté grande sensibilité qui fait que je ressens les personnes et ce qui se passe autour de nous, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un soin énergétique avec toi? Comment tu peux expliquer le déroulement? Et comment tu peux évaluer le besoin d'un patient? Alors, je peux commencer par vous dire que tout le monde aurait besoin d'un rééquilibrage énergétique, hein, D'accord. parce qu'on a tous des casseroles, hein, qu'on traîne depuis très longtemps et on a vécu beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, au départ, toutes les émotions que nous avons vécues dans notre vie, depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère jusqu'à aujourd'hui, sont restées enregistrées, inscrites dans notre disque dur. On va utiliser des mots faciles, dans notre disque dur. Et quand certaines émotions sont plus difficiles à accepter, à comprendre, à digérer, eh bien, elles créent des bugs dans notre fonctionnement et ça crée des nœuds dans la circulation de notre énergie au niveau de nos corps, parce qu'on a différents corps. Et c'est cela qui va poser problème dans notre vie, qu'elle soit la vie personnelle, la vie professionnelle. Et, euh, et puis on a aussi, et parfois le sac à dos est très lourd, on porte les mémoires émotionnelles de ce que nos parents, nos grands-parents, etc. n'ont pas géré, eux, dans leur vie. Et donc, on les récupère en héritage. Et oui, parfois, c'est très lourd. Et un soin énergétique va mettre une lumière, si la personne est prête à entendre, va mettre une lumière sur tout ça. Et à travers le soin, on va pouvoir faire un décodage, ressentir ce qui se passe, faire une lecture en fait de ce qui se passe, de la vie de la personne, où ça a bloqué, où ça... Parce que dès que je pose mes mains sur une personne, en fait, je ressens les âges et les problématiques que la personne a pu avoir dans sa vie. Je peux évidemment ressentir aussi ce que ses aïeux ont pu traverser comme difficulté. Et je ressens également où ça bloque au niveau de son corps physique. Donc ça, c'est une première lecture. Et ensuite, je n'ai pas de baguette magique, je le rappelle, mais par contre, à travers ce que je vais diffuser, transmettre à la personne, eh bien, on va transmuter ces blocages énergétiques pour qu'on remonte en fait la fréquence énergétique de ces nœuds pour que ça se dénoue et que ça redevienne fluide dans la vie de la personne, dans tous les domaines, hein, comme je le disais, au corps physique, la vie perso, la vie C'est un vrai travail en professionnelle. profondeur qui permet effectivement de dénouer tous les nœuds Oui, qui ont été ancrés depuis pas mal de décennies, pas c'est mal ça. d'années Oui, et oui, parfois transmis par les parents, c'est ça. c'est ça. Alors Alors, justement, excuse-moi, vas-y. excusez-moi,
je vous coupe, mais ce qu'il faut d'abord poser vraiment comme chose, c'est que tout est énergie. C'est-à-dire que ça, c'est de l'énergie. La table devant nous, c'est de l'énergie. Le micro, c'est de l'énergie. Tout est énergie ici, d'accord, et autour de nous et en nous. Et cette énergie, ce sont des ondes, ok. Et s'il y a eu une difficulté, on va faire comme un blocage, donc comme un nœud, un tuyau d'arrosage, l'eau ne circule plus correctement. Eh bien, notre énergie, c'est la même chose. S'il y a des émotions qui ont été bloquées, non acceptées, non comprises, eh bien aussi, ça fait des nœuds et ça circule plus. Et voilà, il faut vraiment être conscient de ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'âme, le cœur, le corps fonctionnent ensemble. Donc, quand on touche le corps, on va aller aider le cœur et l'âme à se dévoiler, et ainsi de suite. D'accord. D'accord. Ça, c'est vraiment, il faut poser ça. Je continue, mais Vas-y, tu es le bienvenu, en tous les cas. On est trois dans un soin. Je pose ça vraiment au départ du soin. Nous sommes trois dans un soin. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui vient me voir, il y a moi, et il y a l'univers. Et il faut qu'on rame tous les trois dans le même sens. D'accord ? Qu'on nage à travers le courant, effectivement. C'est ça. Ok. Parce qu'on est responsable à 100%, même si c'est très dur à entendre, on est responsable à 100% de tout ce que nous vivons dans notre vie. Ça, c'est un Ça, message. c'est très dur à entendre. On a retenu la leçon. Alors, j'y viens justement aujourd'hui avec les outils, et c'est ce qui est impressionnant, c'est que tu peux également être thérapeute à distance ou en présentiel. Et comment tu procèdes justement à distance si tu as des patients qui décident de prendre un rendez-vous avec toi à distance? Comment tu peux opérer avec les activités que tu viens de nous dire? Donc, je demande d'abord à la personne qu'elle m'envoie 2 photos. Une photo de son visage pour voir ses yeux et une photo d'elle entière. En fait, ça me sert de support. Mais comme on l'a dit tout de suite, comme tout est énergie, ce sont des ondes en fait. Donc, que tu sois là sous mes mains ou que tu sois à 500 km, les ondes fonctionnent de la même façon puisqu'on transmet cette énergie. Donc, tout le monde, enfin, pardon, personne ne se pose de questions quant à la circulation du Wi-Fi, par exemple, des ondes de Wi-Fi. D'accord ? On met notre téléphone ou autre, ça fonctionne. C'est la même chose. Ce sont aussi des ondes. Même si, évidemment, la fréquence est plus élevée. Est-ce que tu pourrais expliquer à notre audience qui nous regarde aujourd'hui combien de temps dure la séance et comment elle se déroule? Donc d'abord, effectivement, j'accueille la personne, que ce soit en présentiel ou à distance, que la personne se sente en confiance. Mais bon, déjà, si elle vient me voir, c'est qu'en général, elle est en confiance. Et ensuite, je vais poser mes mains sur la personne, donc que ce soit à distance ou en présentiel. C'est évidemment différent, mais bon, c'est la même chose en fait dans la forme. Et là, je vais ressentir les âges, les blocages, les difficultés que la personne a pu vivre tout au long de sa vie. Okay ? Les endroits du corps où ça bloque, où ça ne fonctionne pas bien. Et à partir de ce moment-là, donc, déjà quand la personne arrive ou prend rendez-vous, je lui demande de ne rien me dire d'elle. Voilà. Parce que je préfère partir sur un terrain complètement neutre. Sachant que souvent les personnes disent c'est à cause de ça que je vais pas bien, et ça c'est juste le petit arbre qui cache la forêt qui est derrière. Donc je préfère partir sur un terrain complètement neutre et ressentir les choses de moi-même. Et à partir du moment où on a fait le décodage, où là j'échange évidemment avec la personne, je vais faire mon travail, je continue mon travail, c'est-à-dire que mes mains, alors ça c'est un peu compliqué à expliquer, mes mains vont sentir où je dois aller travailler, où je dois aller me poser. Je travaille aussi avec mes anges, mes archanges, mes médecins du ciel qui m'accompagnent. Il y a du spirituel, oui, bien sûr. Très profond. Okay. Oui. Et là, je vais aller travailler, entre guillemets, j'aime pas le mot travailler d'ailleurs, œuvrer, soigner les endroits où il doit y avoir un rééquilibrage, que ce soit au niveau des organes, que ce soit au niveau
des membres, que ce soit au niveau des chakras, etc. Et ensuite, on réharmonise vraiment toute la personne. Et à travers ce travail en profondeur, il y a des prises de conscience aussi qui se font. Parce que quand tu repars dans les mémoires de la personne, forcément, soit il y a des choses qu'on a tellement enfouies parce que c'était trop douloureux. Donc on a enfoui, puis on a mis une porte blindée qui fait 1 mètre d'épaisseur, tu vois. Et là, à travers le décodage, il y a des choses qui ressortent. Soyez rassurés, tout ce que vous n'êtes pas prêt à entendre, ça ne sort pas. D'accord ? Et ça peut prendre des années avant de faire ressortir... Des années, non, c'est beaucoup plus rapide que ça. Mais bon, c'est pas, peut-être pas à la première séance que ça va se dévoiler. Mais il y a beaucoup de choses déjà qui se dévoilent à la première séance. Donc, Dans les éléments que tu utilises, j'ai vu que tu utilises les fleurs de Bach. Oui. Alors, je conseille parfois les fleurs de Bach. Alors, Bach, c'est un médecin anglais du siècle dernier qui était chirurgien, et il n'a pas réussi à sauver sa femme. Donc, il a quitté son travail à un moment, il est parti dans la campagne et il a écouté les fleurs sur son chemin. C'est venu comme ça dans son chagrin d'avoir perdu sa femme. Et il a identifié un certain nombre de fleurs. Et chaque fleur avait une vibration par rapport à une émotion. Ça, on va en reparler aussi parce que je trouve que c'est très important. Et il a donc identifié ces fleurs et il en a fait des complexes. Il a tiré l'essence de chaque fleur et qui agit sur chaque émotion particulière. Incroyable. Et moi, j'ai travaillé plus tôt, j'ai été formée, puisque j'ai été formée au Maroc aux fleurs de l'Atlas par Anne-Marie Pujol et François Delporte, sur les fleurs de l'Atlas, qui sont exactement le même principe que les fleurs de Bach, mais sans alcool. Donc, elles peuvent être utilisées soit sur les bébés, dans les maternités, sur les femmes enceintes, etc., soit dans les pays musulmans, évidemment. Voilà. Donc, Alors, j'ai eu la chance d'être patient avec toi et ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce que tu observes le plus souvent aussitôt après cet exercice chez le patient? En tous les cas, moi je me souviens, j'ai senti une fatigue assez lourde après le passage dans ton cabinet. Et c'était juste assez impressionnant. Donc, quel est ton ressenti, toi? Comment réagit le patient après cet exercice? Alors déjà, pendant la séance, les personnes peuvent ressentir des douleurs à des endroits, parce qu'il y a des choses qui se réveillent. Il peut y avoir évidemment beaucoup d'émotions, des pleurs et des cris éventuellement qui peuvent sortir, mais ça, il faut vraiment que c'est important que les gens acceptent de faire sortir leurs émotions. Il faut accepter d'avoir. On a le droit de pleurer. On a le droit de pleurer. Et voilà. Et puis après le soin, c'est vrai que alors certaines personnes se sentent très très enfoncées dans la table de massage, puisque je travaille sur une table de massage. Et parce qu'elle lâche, quoi. C'est vraiment, on lâche. Et cette fatigue, c'est pas forcément de la fatigue physique, mais c'est vraiment, on lâche tout. Okay. Voilà. Et puis, voilà. Et puis ensuite, il y a des prises de conscience. Est-ce que tu peux parler d'un témoignage marquant qui a permis une véritable transformation d'un de tes patients? Alors, écoute, j'en ai plusieurs, évidemment, mais puisqu'on est au Maroc, là, aujourd'hui, nous sommes au Maroc au soleil. Exactement, on est au Maroc aujourd'hui. Le premier patient que j'ai eu au Maroc, j'avais une amie qui s'occupait d'un riad, d'une propriété ici à Marrakech, et elle avait un couple de jeunes parents qui avait une petite fille de 3 ans, je ne me souviens plus de son prénom. Et cette petite, ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle ne dormait pas, elle faisait jamais de nuit complète. Donc les parents se relayaient. Une nuit le père, une nuit la mère, mais enfin ils n'en pouvaient plus, quoi. Et mon ami leur a parlé de moi et ils ont accepté que je m'occupe de leur petite fille. Et là, c'était un peu sidérant parce qu'en fait, quand j'ai travaillé sur la petite fille, j'ai vu, entre guillemets, parce que c'est pas avec mes yeux physiques, j'ai vu un monsieur habillé en blanc, caché,
qui circulait sur le haut d'un, tu sais, sur le haut d'un riad, sur la coursive d'un riad. Et bon, ça m'a un peu interpellée. Je voyais pas trop le rapport avec cette petite fille. Et donc, j'ai posé la question à la maman. Je dis, je vois un monsieur qui court sur la coursive là, du riad, qu'est-ce que c'est? Et en fait, pendant que la maman était enceinte, ils ont été cambriolés. Et l'homme est passé par la coursive du riad, tu sais, par les terrasses, quoi. Incroyable. Et en fait, l'angoisse que la maman avait vécue enceinte, la petite fille, ben, évidemment, l'avait vécue dans le ventre de sa maman. Et elle n'osait plus dormir parce qu'elle s'était fait cambrioler la nuit, tu vois. Transmission. Le soir même, la gamine a dormi et elle, depuis, elle dort, elle fait ses nuits normales, quoi. Incroyable. C'est assez extraordinaire. Un témoignage assez émouvant. Mm. Quelle est la limite de ton travail et quand un patient a peut-être des séquelles qui passent outre ton activité, à quel moment tu décides de le prendre en charge ou de l'envoyer vers un thérapeute spécialisé? Alors, ben, écoute, je vais te raconter, par exemple, excusez-moi pour les anecdotes, mais euh, un, un aussi de mes premiers soins ici au Maroc concernant une adulte, c'était une Française qui était en vacances. Et par curiosité, en fait, vraiment, elle a fait par curiosité un soin avec moi, et parce que son ami lui a dit, allez, viens, on y va. Et cette femme, bon, je fais mon travail et je lui dis, ce serait bien que vous passiez une mammographie. Tu vois, je conseille, quand je sens des trucs, je conseille quand même que les gens fassent des examens médicaux. Ça, c'est super important. Et elle me dit, mais j'en ai fait... Ça, c'était au mois de juillet ou début août. Et elle me dit, mais j'en ai fait une juste avant de venir, au mois de juin, etc. Bon, je t'avoue qu'elle m'a vraiment pris pour une idiote et qu'elle m'a toisé un peu. Mais bon, voilà, moi, j'avais fait mon travail. Et j'ai su plus tard, par son amie, pas par elle, j'ai jamais eu de nouvelles d'elle-même, que dès le mois d'août, elle était rentrée à Paris, qu'elle avait fait refaire une mammographie et qu'elle avait été opérée dans la semaine d'urgence parce qu'effectivement, elle avait un cancer du sein. Aïe. Voilà. Donc, par exemple. Donc, je collabore toujours avec la médecine. Même si les médecins ne nous reconnaissent pas pour la plupart, mais j'envoie toujours les personnes faire des examens quand je ressens que c'est nécessaire. Et j'accompagne ici, j'accompagne dans mon travail toujours aussi des personnes qui sont en thérapie lourde, cancer, tumeur, enfin voilà, il y a des choses lourdes. Et je travaillais ici avec notamment un oncologue. Bon, c'était une collaboration sympathique. J'imagine. J'enchaîne avec une autre question. C'est comment tu gères des attentes un peu irréalistes avec des patients qui viennent te voir avec des choses sur lesquelles tu tombes de nu. Si tu as des choses un peu improbables comme ça et qu'ils n'arrivent pas à mettre des mots sur des mots, comment tu le perçois et comment tu analyses ça? Est-ce que tu as des cas si exceptionnels? Bah, il faut toujours être vigilant de ne pas heurter les personnes. Il y a des personnes qui viennent te voir bah, comme ça, pour se faire du bien, quoi, mais sans vraiment de profondeur. Et tu as d'autres personnes qui sont en recherche ou qui ont vécu des choses très, très fortes. Et je pense qu'il faut être assez intelligent, avoir, tu sais, le bon sens pour pouvoir accompagner les personnes avec finesse. Et je ne suis jamais trop gentille dans ce que je dis. Si je dis quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, c'est juste. C'est parce que je le sens juste. Et voilà, il faut être dans la franchise, dans l'accompagnement, dans l'empathie et accepter que certaines personnes ne sont pas forcément ouvertes à tout ce qu'on peut leur signaler, leur dire. Mais ça fait partie aussi de leur cheminement. Dans les lectures de ton site et de tes pages sur les réseaux sociaux, tu parles de la clé de la compréhension du subconscience. Qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, comme je te le disais un petit peu plus tôt, là, il y a parfois des blessures très très fortes
qu'on a vraiment enfermé très, très, très profondément en soi. Et ça bloque complètement notre chemin de vie, vraiment. Je pense aux incestes, notamment. Ça, c'est très fort. Les avortements. Les avortements, il y a des femmes qui subissent des avortements qui ne se rendent pas compte de la portée des choses. Il y a des deuils qui sont très, très forts. Et à partir du moment où on fait un soin, on va aller... On n'a pas besoin que les personnes nous disent ce qu'elles ont vécu, puisque je le ressens. Donc, toujours sans aucun orgueil ou quoi, je sais. Je comprends. Tu vois, Est-ce- on est-ce- peut aller vraiment en profondeur et aller tirer le fil et ça va débloquer, décoincer quelque chose. Toujours dans cette idée-là. J'ai eu un jour une femme qui avait une 60aine d'années, ça fait déjà un certain temps ça, qui avait vécu un inceste. Mais elle avait fait complètement de blocage, tu vois, elle ne se souvenait plus du tout. Et à travers mon soin, j'ai retrouvé ce blocage, cette viol, douleur, cet inceste. cette émotion. Oui, et elle était célibataire à plus de 60 ans, mais elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne réussissait pas à trouver de compagnon. Et à peine un an après qu'on ait fait ce soin, elle arrive et elle me présente son compagnon. Et ça, c'est que du bonheur. Juste pour dire que quand on a une difficulté au niveau de notre corps physique, c'est la maladie qui nous dit « Tu n'es pas dans ton chemin, il y a un problème, il faut que tu comprennes pourquoi tu développes ces difficultés. » Et c'est là aussi que notre travail peut être très intéressant. Aller rechercher à la source de notre problématique pour dénouer les choses. J'imagine. Et justement, est-ce que tu as parfois des séances uniques et avec des accompagnements sur plusieurs séances, c'est-à-dire sur plusieurs mois pour accompagner Alors, tu as tous les cas de figure. Tu as des personnes qui viennent une fois, soit elles ne comprennent pas ou elles ne rentrent pas dedans, donc je ne les revois pas. Ou parfois 5 ans, 6 ans plus tard parce qu'il y a eu un déclic. Soit on fait un travail de suivi du coup très, très régulier. Donc, mais là aussi, je demande toujours à ce qu'on attende 3 semaines, un mois entre chaque séance parce qu'il faut laisser le soin faire son œuvre. Hein. Et soit il y a des personnes... Alors, je demande toujours vraiment l'utilité, c'est 2 séances. La première séance, c'est le décodage. La deuxième séance, si tu veux, je dis toujours que je travaille comme avec un oignon. On enlève la peau marron et dure de l'oignon à la première séance. La deuxième séance, on va enlever les petites peaux blanches qui ressortent. Et donc la deuxième séance est intéressante pour faire le point, pour voir ce qui ressort, ce qui se passe, etc. Et puis après, les gens m'appellent, Suzanne, il est temps que je revienne vous voir. Ça peut être 3 mois après, ça peut être 6 mois après, ça peut être 3 ans après. Enfin, tu vois, il n'y a pas de délai. Il faut que les gens cheminent. Et je suis là, quoi, quand ils ont besoin. le lâcher prise. C'est un mot que tu connais. Mon Dieu. Et justement, mon Dieu, justement. Comment tu amènes un patient au lâcher prise? C'est quoi la méthode? Alors, j'ai pris déjà, tu sais, on est pris dans nos conditionnements, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que on va te dire tout petit, tu seras jamais bon à rien. Ou on va te traiter, tiens, toi, la grosse, tu vois, à l'école, voilà. Donc déjà, tu as une espèce de conditionnement par rapport à ça. Et ça te reste vraiment inscrit dans tes entrailles, quoi, et dans tes croyances. Pardon. Et tu as aussi tout l'environnement social, parental, familial, qui est parfois très difficile et où on te dit ton frère il est plus doué que toi ou ta sœur fera mieux que toi, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont... Et il y a un moment, il faut prendre conscience qu'on est une belle personne, parce qu'on est tous des belles personnes ici, et relire, aller voir notre petit enfant intérieur, qui a plein de chagrin souvent, donc aller lui faire un gros câlin, écouter ce qu'il a à nous dire, parce que très souvent, on est sur nos téléphones, nos tablettes, etc., mais on n'entend plus, on voit plus, on n'est plus du tout à l'écoute de qui on est.
et de ce qu'on a, Et ce réapprendre à dont on a besoin. s'aimer. Apprendre à s'aimer, ce qui est très très important. C'est pas du narcissisme, hein, ça n'a rien à voir avec le narcissisme, mais c'est vraiment prendre conscience que on a un potentiel énorme, illimité, et qu'on n'utilise pas un dixième de tout ça. Et après, à travers des outils tels que l'ancrage, la respiration, la méditation. Alors méditation, c'est pas quelque chose d'énorme, hein, c'est juste se poser, respirer, regarder un paysage, marcher en conscience. Tout ça, ce sont des méditations, hein. Faire sa vaisselle en conscience, c'est une méditation. Et c'est à travers tous ces petits gestes-là qu'on va réussir à lâcher prise. Alors, j'imagine aussi que tu as différentes typologies de patients et je pense que tu peux également t'occuper des enfants, Mm. c'est ça? Est-ce que tu as une approche très particulière justement pour accueillir les enfants et aussi les adolescents? Oui, bah c'est chouette les enfants, quoi. Et je m'occupe des bébés, hein, tout bébé, et même les bébés dans le ventre des mamans aussi. Donc dans ce cas-là, s'ils sont en présentiel, et souvent c'est le cas, on va avoir la maman. La maman va s'allonger sur ma table de massage et va prendre son bébé sur elle pour pas qu'il y ait de coupure et pour pas que le bébé soit angoissé. Et je vais parler au bébé. Parfois, il y a des blocages chez le bébé. Ça peut être un divorce de ses parents, ça peut être un deuil, ça peut être... Et il faut parler au bébé, il faut lui dire, et l'enfant aussi, le petit, faut lui expliquer les choses, il ne faut pas lui cacher les choses. Mais doucement, évidemment, faut pas y aller violemment, mais doucement lui expliquer les choses. Et ça aussi, c'est important. Il y a des problèmes parfois à l'école pour des enfants. Et si on leur explique que, si, ils sont doués, ils sont intelligents, malgré ce qu'on peuvent entendre autour d'eux, et il faut leur dire, il faut leur parler. Pour les enfants, c'est très important. Et l'autre catégorie dont tu m'as parlé, les ados. Alors les ados, en ce moment, ils vont pas bien, hein, on le sait. La petite crise là, qu'on a de 2 ans, qu'on a connue il y a quelques années, ça n'a pas aidé à leur développement. Et ils savent plus qui ils sont, ils savent plus où ils sont. Et là, c'est aussi intéressant de les aider, les réorienter. Parce que quand je les touche, je sais aussi au niveau capacité, potentiel, orientation scolaire, professionnelle, je peux leur redonner un fil. Et souvent, en fait, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas osé voir, qu'ils n'avaient pas osé assumer. Et ah oui, ça c'est chouette, tiens, finalement. Et ça c'est moi. Donc, et puis j'insiste et je répète, hein, beaucoup autour des enfants, beaucoup d'inceste quand même. On n'a pas conscience du nombre d'incestes qui existent, C'est incroyable. que ce soit au Maroc, en France. C'est très touchant ce que tu dis. Je vais parler d'un phénomène qui est de plus en plus croissant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le burn-out. Tu as souvent des patients qui arrivent avec cet élément de saturation de travail et de fatigue épuisante Oui. qui est liée au surmenage et à la lourdeur des tâches récurrentes. Oui, tout à fait. Comment tu pratiques là justement pour qu'un patient puisse en tous les cas retrouver une feuille de route plus agréable pour lui et puis qu'il se remette en tous les cas sur le chemin de la vie, quoi. Alors, en premier, il y a un gros nettoyage à faire, un gros travail de nettoyage, parce que la personne, elle est tellement dans sa fatigue, dans son état dépressionnel. Pardon. La personne est tellement dans sa fatigue et dans son état dépressif qu'elle est pleine de toxines. Donc ça, il faut déjà bien nettoyer au niveau énergétique et pour pouvoir la libérer déjà de cette partie-là. Ensuite, il faut reposer les choses. Parce que quand on est en burn-out, on n'a plus du tout conscience de qui on est et de nos relations par rapport aux collègues, par rapport au patron, par rapport à notre famille, à notre conjoint, etc. Il faut remettre tout en place parce qu'on a perdu complètement les dimensions, les rapports. Voilà, c'est vraiment un travail en profondeur qu'il faut faire. Et une fois que la personne a reposé, tu vois, ses
ces choses-là, là, on peut commencer à avancer. Alors, ça, c'est pas une séance ou deux, hein, mais on avance. Et oui, il y a évidemment des personnes qui s'en sortent, bien sûr. Et c'est aussi, alors le burn-out, je disais qu'on est à 100% responsable de notre vie. Parfois, le burn-out vient pour nous dire, là, tu n'es plus sur ton chemin. Il faut que tu bifurques un peu et que tu remettes ton GPS au bon endroit. C'est une belle métaphore, Ben oui, effectivement. oui. Est-ce qu'on peut aborder le sujet un petit peu de la confidentialité, hein, la neutralité, et en tous les cas des activités que tu exerces? Comment je vais refaire la question. Comment garantis-tu la sécurité? Je vais refaire la question. Comment garantis-tu la sécurité et la confidentialité de tes patients? Alors, je n'ai aucun moyen technique de dire, voilà, c'est sécure, etc. C'est vraiment la confiance. Moi, on m'appelle la tombe. Donc, en fait, je ne dis rien d'un cas, voilà, jamais. C'est comme le secret médical, quoi. Ah bah c'est complet, c'est ce que je leur dis d'ailleurs, c'est vraiment le secret médical. Et même quand je travaille avec un couple, ce qui s'est passé entre moi et l'homme et moi et la femme, je ne le dis pas, je ne le communique pas. Si eux veulent communiquer après leurs soins, ils le font, c'est leur propre choix, mais moi, non. Il y a juste évidemment avec les enfants où là, forcément, je vais en discuter avec les parents. Et comment tu établis une relation de confiance avec tes patients? Ouais, c'est une persuasion, c'est un feeling qui s'inscrit en tous les cas Oui, dans le premier contact et même après c'est ça. au fur et à mesure C'est avec ça, ouais, les ouais, ouais. séances. Ok. Il y a vraiment avec beaucoup de patients, il y a une relation, alors je vais dire d'amour, c'est fort, mais tu vois, c'est une relation forte qui se met en place parce que je travaille avec mon cœur. Et je donne tout et voilà, je les aide du mieux que je peux. Chère Suzanne, on arrive au terme de cette interview. Est-ce que tu auras un message particulier à adresser à ta communauté à la caméra? Eh bien, je dis toujours que je ne suis pas guérisseuse, je suis soigneuse, que chacun donc a son potentiel à découvrir ou redécouvrir, que je suis un outil en fait qui permet aux personnes de retrouver vraiment qui elles sont et de pouvoir vivre leur vie de la meilleure façon qu'il soit. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous en sentez l'envie et le besoin. Avec plaisir de vous accompagner. Suzanne, c'est déjà la fin de ce podcast. Ça passe vite. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Vous pouvez retrouver Suzanne sur son site internet suzanneberson.info. Merci beaucoup, Suzanne. Je t'en prie. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.